On passe maintenant à l'autre rencontre du groupe D, disputée juste après, du côté de Tanger. Un duel très attendu entre le Sénégal et le Botswana dans un stade Ibn Battuta balayé par une pluie battante, coup d'envoi donné à 15h GMT. Les Lions de la Teranga devaient confirmer leur statut de favori dès leur entrée en lice. Et très clairement, ils ont répondu présent. Peut-être même avec la prestation la plus aboutie depuis le début du tournoi. La question mérite d'être posée. Est-ce la meilleure impression laissée jusqu'ici dans cette CAN? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Sénégal a livré un match extrêmement sérieux. Maîtrise collective, intensité constante, domination territoriale. Les hommes de Pape Thiaw ont contrôlé la rencontre de bout en bout. Ils ont marqué les buts qu'il fallait, même si le score aurait pu être bien plus lourd. On pense notamment à Nicolas Jackson, qui aurait pu s'offrir un triplé. Il se rattrape finalement avec un doublé, preuve aussi de caractère et de persévérance, malgré une efficacité perfectible. Certains souligneront la faiblesse relative de l'adversaire. Le Botswana a beaucoup subi, avec un bloc bas très compact, contrairement aux intentions affichées avant le match. Mais réduire la performance sénégalaise à cela serait injuste. Il y avait un statut à assumer, une pression à gérer, des conditions climatiques compliquées, et le Sénégal a répondu avec autorité. Le verrou botswanais a sauté sous la répétition des assauts. 3 buts, une avalanche d'occasions et surtout une impression de maîtrise totale. Une prestation qui a logiquement satisfait le sélectionneur sénégalais, qui a salué le sérieux et le respect des consignes de ses joueurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 28 tirs tentés, dont 17 cadrés. Un volume offensif impressionnant, avec des situations créées de partout. Des débordements sur les côtés, des centres dangereux, des projections des latéraux et des remplaçants immédiatement impliqués. Au milieu, Pape Gueye a été omniprésent à la récupération, donnant le tempo et sécurisant les transitions. Derrière, l'expérience et la sérénité de Kalidou Koulibaly ont parfaitement verrouillé les rares tentatives adverses. Rien de surprenant, mais toujours aussi rassurant. Oui, on est exigeant avec ce Sénégal. Peut-être parce que cette équipe nous a habitués à l'excellence. Mais ce qu'elle a montré pour son premier match, c'est qu'elle assume pleinement son rôle de favori. Un favori affiché, pas masqué. Au classement, le Sénégal prend logiquement la tête du groupe D à la différence de but devant la RD Congo. Le Bénin suit, tandis que le Botswana ferme la marche. Prochain rendez-vous très attendu, un Sénégal-RDC samedi à Tanger à 15h GMT, précédé d'un Bénin-Botswana à 12h30. Côté distinction individuelle, le MVP de la journée a suscité débat. Malgré un ratio d'efficacité perfectible, Nicolas Jackson a été récompensé pour son impact, sa présence constante et sa capacité à peser sur la défense adverse. Dans une compétition de ce niveau, le mental et la répétition des appels comptent autant que les statistiques brutes. En résumé, le Sénégal a frappé fort, sans bruit inutile, sans excès de confiance, mais avec une maîtrise collective impressionnante. Une entrée en matière qui confirme que les Lions de la Teranga font clairement partie des grands prétendants au titre. La suite s'annonce passionnante. Dans la suite, on a basculé sur l'autre affiche importante du groupe, celle entre le Bénin et la RD Congo. Un match beaucoup plus serré, beaucoup plus tendu et surtout chargé en émotions. Le Bénin s'est incliné, certes, mais difficile de parler d'un simple revers. Cette rencontre avait presque un goût d'injustice, tant les Guépards ont affiché un visage courageux malgré un contexte extrêmement défavorable. 5 absents majeurs, tous titulaires habituels et pas des moindres. Le capitaine, le meilleur buteur, le gardien numéro 1, un défenseur central clé. Bref, une demi-équipe manquait à l'appel et pourtant, le Bénin n'a jamais renoncé, bien au contraire. L'organisation a tenu, l'état d'esprit a été irréprochable et la prestation collective a largement dépassé ce que beaucoup attendaient d'une équipe aussi diminuée. Face à une RDC armée offensivement et riche en individualité, les Béninois ont répondu par la solidarité et la discipline. Mais ce match a aussi été marqué par un élément extérieur devenu central, la VAR, ou plutôt son absence par intermittence. Plusieurs interruptions longues, répétées, qui ont cassé le rythme de la rencontre. Dans un match où le Bénin poussait pour revenir au score, ces arrêts ont clairement nui à la dynamique. C'est un peu comme une équipe qui commence à prendre confiance, à s'installer dans le camp adverse et à qui l'on coupe l'élan à chaque accélération. Forcément, cela favorise l'équipe qui mène et cela frustre celle qui court après l'égalisation. Le sélectionneur béninois n'a pas cherché l'excuse facile.
Il a parlé de déception, évidemment, mais aussi de satisfaction. Satisfaction d'avoir vu des joueurs peu utilisés en club répondre présent. Satisfaction d'avoir un groupe qui vit bien, même dans l'adversité. Et surtout, satisfaction de récupérer pour le prochain match l'ensemble des joueurs suspendus, frais, reposés et prêts à remettre l'équipe sur ses bases habituelles. Car c'est là que ce match prend une autre dimension. Malgré la défaite, le Bénin a montré qu'il avait des ressources. Que cette équipe, qualifiée après 2 CAN d'absence, n'est pas là pour faire de la figuration. Et que le prochain match face au Botswana sera crucial, mais clairement à leur portée, à condition de garder la même intensité. Évidemment, la question de l'arbitrage et de la considération des petites nations africaines a été évoquée. Sans accusation directe, mais avec ce sentiment diffus, partagé par beaucoup de sélections, que certaines décisions pèsent plus lourd quand on n'a pas le statut ou les stars médiatiques. Une réalité du football africain que personne n'aime reconnaître, mais que beaucoup ressentent. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre laissera des traces, pas seulement au classement, mais dans les têtes. Car une défaite comme celle-ci peut soit abattre un groupe, soit le renforcer. Et au vu des réactions, le Bénin semble avoir choisi la deuxième option. Maintenant, on va voir comment cette frustration peut se transformer en énergie positive dès la prochaine journée. Parce que dans ce groupe, rien n'est encore joué. Au classement, le Sénégal prend logiquement la tête du groupe D à la différence de but, devant la RD Congo. Le Bénin suit, tandis que le Botswana ferme la marche. Prochain rendez-vous très attendu. Un Sénégal RDC samedi à Tanger à 15h GMT, précédé d'un Bénin Botswana à 12h30. Côté distinctions individuelles, le MVP de la journée a suscité débat. Malgré un ratio d'efficacité perfectible, Nicolas Jackson a été récompensé pour son impact, sa présence constante et sa capacité à peser sur la défense adverse. Dans une compétition de ce niveau, le mental et la répétition des appels comptent autant que les statistiques brutes. En résumé, le Sénégal a frappé fort. Sans bruit inutile, sans excès de confiance, mais avec une maîtrise collective impressionnante. Une entrée en matière qui confirme que les Lions de la Teranga font clairement partie des grands prétendants au titre. La suite s'annonce passionnante. Le Cameroun arrive avec beaucoup d'incertitudes, mais c'est souvent dans ce contexte-là que les Lions indomptables sont les plus dangereux. Nouveau sélectionneur, nouveau cycle, choix fort, absence très médiatisée, tout semble indiquer une période de transition. Des cadres historiques ne sont pas là. Des leaders d'expérience ont été écartés ou absents. Et pourtant, ce Cameroun-là intrigue. Parce qu'il est jeune, affamé et libéré d'une certaine pression. Quand le Cameroun est dos au mur, quand on doute de lui, il a cette capacité presque unique à se réinventer. 5 étoiles sur le maillot, ce n'est pas un hasard. Et même si la dernière CAN remportée remonte à quelques années, l'histoire récente rappelle que le Cameroun n'a pas besoin d'être favori pour gagner. En 2017 déjà, personne ne les attendait. En face, le Gabon devra composer sans son atout offensif numéro 1, Pierre-Emerick Aubameyang, forfait. Une absence majeure qui change forcément la physionomie de l'équipe. Sans lui, le Gabon perd un point d'appui, une menace constante et un leader offensif. Mais attention à ne pas enterrer trop vite les Panthères. Denis Bouanga arrive avec une confiance énorme, portée par une saison exceptionnelle en club. Ce genre de dynamique individuelle peut parfois compenser une absence majeure, surtout sur un match. La clé de cette rencontre pourrait bien se situer dans ce choc des générations. Une défense gabonaise expérimentée face à une attaque camerounaise très jeune, explosive, parfois imprévisible. Un duel de rythme, de lecture du jeu et de gestion des temps faibles. C'est typiquement le genre de match où aucun favori clair ne se dégage. Un vrai 50-50. Un match où le mental, la gestion des temps forts et des temps faibles et la capacité à rester calme feront toute la différence. Dans un groupe aussi relevé, chaque détail comptera. Chaque ballon perdu, chaque transition mal gérée, chaque coup de pied arrêté peut faire basculer une rencontre. Dans cette CAN, un premier signal est presque toujours révélateur, les 10 premières minutes. Pas forcément en termes d'occasion, mais dans l'attitude. Une équipe bien entrée dans son tournoi, ça se voit immédiatement. Les distances sont courtes, le pressing est coordonné, les appels sont faits avec conviction. À l'inverse, quand les lignes sont étirées, quand les milieux arrivent en retard, quand les latéraux hésitent à monter, c'est souvent un signe de tension ou de manque de confiance. Deuxième élément fondamental, la gestion des transitions.
Beaucoup d'équipes africaines savent défendre bas, mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la capacité à ressortir proprement après récupération. Une équipe qui gagne du terrain balle au pied, qui respire après un temps faible, envoie un message très fort à son adversaire. Il faut aussi surveiller les coups de pied arrêtés. Dans une compétition aussi serrée, ils deviennent souvent des tournants. Organisation au premier poteau, qualité des trajectoires, second ballon, ce sont des détails, mais des détails qui décident des matchs. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes que l'on entend souvent autour de cette CAN. La première, c'est de croire qu'un favori doit forcément dominer tous ses matchs. Non. Un favori, c'est parfois une équipe qui sait souffrir, qui accepte de gagner petit, surtout en phase de groupe. La maîtrise émotionnelle vaut parfois plus qu'un festival offensif. La deuxième erreur, c'est de juger une équipe uniquement sur son premier match. Une CAN, c'est une montée en puissance. Certaines sélections démarrent de fort et s'essoufflent. D'autres prennent le temps de s'installer. Le plus important, c'est la progression collective. Troisième piège, comparer les équipes uniquement à travers leurs stars absentes ou présentes. Le football africain évolue. Les collectifs bien structurés, même sans grande vedette, peuvent poser énormément de problèmes à des équipes plus médiatisées. Alors comment, en tant que spectateur averti, peut-on vraiment lire un match? Observez le comportement des milieux défensifs. S'ils sont sereins sous pression, l'équipe a de grandes chances de contrôler le tempo. Regardez aussi les réactions après une occasion ratée ou un but encaissé. Une équipe qui reste calme, qui continue à jouer son plan, est souvent plus solide mentalement qu'on ne l'imagine. Côté scénario possible, attendez-vous à des surprises. Changement de système en cours de match, ajustement tactique dès la mi-temps, joueurs clés utilisés différemment selon l'adversaire. Cette CAN ne sera pas linéaire. Elle sera faite d'adaptations permanentes. Quelques réponses rapides aux questions que beaucoup se posent. Pourquoi cette CAN semble si imprévisible? Parce que les écarts se réduisent, tactiquement et physiquement. Pourquoi certaines équipes dominent sans marquer? Parce que la maîtrise ne garantit pas l'efficacité, surtout face à des blocs bas bien organisés. Pourquoi les matchs amicaux ne sont pas fiables comme référence? Parce que l'intensité mentale d'un tournoi n'a rien à voir avec une préparation. Et si tu veux suivre cette compétition comme un vrai supporter expert, voici un petit plan simple. Regarde les matchs sans te focaliser uniquement sur le ballon. Repère les automatismes, pas seulement les buts. Observe les changements à la pause. Compare les attitudes d'un match à l'autre. Et surtout, accepte que le football reste imprévisible. Dernier point, et il est important. Cette CAN doit rester une fête. Pas de haine, pas de dénigrement, pas de certitude absolue. Le football africain mérite mieux que des jugements rapides. Il mérite de l'analyse, du respect et de la passion. Si cette analyse t'a plu, pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à partager ton avis en commentaire. Quel match t'a le plus marqué jusqu'ici? Quelle équipe t'a surpris? Dans la prochaine analyse, on plongera encore plus profondément dans les duels tactiques à venir. Et crois-moi, il y a beaucoup à dire.